Et donc, je vous propose d'enchaîner sur notre première table ronde où donc nous allons examiner comment le changement d'échelle peut améliorer donc le quotidien des patients avec la présentation d'expériences inspirantes venues d'ici et d'ailleurs. Donc, j'appelle à me rejoindre Marie-Cécile Ploy, donc qui est professeure des universités praticiens hospitaliers à la faculté de médecine et au CHU de Limoges. Antoine Malone, donc responsable du pôle prospective Europe internationale de la Fédération hospitalière de France. Prenez place. Émilie Pickering, donc qui est Senior Stakeholder Engagement Manager for the Public Engagement in Clinical Development. Vous excuserez mon accent. Donc, vous nous venez du Royaume-Uni, donc l'Institut national de recherche sur la santé. Et Laurie Sirefis, donc présidente de l'Association de patients cancer Vessie France et coprésidente de la Coalition mondiale pour le cancer de la vessie. Bienvenue à tous. Marie-Cécile Ploy, pour entrer tout de suite dans le débat, vous coordonnez donc un consortium européen d'une trentaine de pays pour mieux lutter contre l'antibiorésistance. Est-ce que vous pouvez nous parler des programmes de santé publique qui existent en la matière et nous dire aussi en quelques mots en quoi il est important d'agir au niveau européen ? Très bien, merci beaucoup. Donc effectivement, cette action conjointe lancée par la Commission européenne regroupe les 27 pays de l'Union européenne plus l'Islande, la Norvège et l'Ukraine. Et effectivement, elle a pour objectif, donc c'est un projet à 62 millions d'euros, 50 millions d'euros venant de la Commission européenne et le reste des pays. Et elle a pour objectif d'aider les pays à mettre en place leurs plans d'action nationaux de lutte contre l'antibiorésistance qui ont été, en 2015, l'OMS a lancé ce programme en disant qu'il fallait que chaque pays ait un plan d'action national de lutte contre l'antibiorésistance qui passe par un bon usage des antibiotiques, que ce soit chez l'homme et chez l'animal, avec aussi, et ça fait écho à la personne qui a parlé précédemment, maintenant avec aussi l'impact environnemental de l'antibiothérapie. Mais ça passe aussi par les mesures de prévention et de contrôle des infections, puisque pour lutter contre l'antibiorésistance, il faut éviter la transmission des bactéries. Ça passe par faire savoir au grand public ce qu'est l'antibiorésistance, parce que c'est compliqué. Ça passe par, le président l'a dit tout à l'heure, par l'accès aux thérapeutiques et aux diagnostics, qui est essentiel. Effectivement, dans les pays à bas revenus, mais pas que. On s'aperçoit en Europe qu'il y a des pays qui ne sont pas des pays à bas revenus et qui n'ont pas accès à certaines molécules antibiotiques pour X et Y raisons. Et donc, alors pourquoi c'est important de se soucier de cette problématique ? Parce que les dernières données de 2019 ont montré que dans le monde, la résistance aux antibiotiques est responsable de 1,3 million de décès dans le monde. Et il y a un article qui vient de sortir cette année, comme quoi la projection à l'horizon 2050 est 39 millions de morts dans le monde dus à la résistance aux antibiotiques. Et en quoi ce changement d'échelle peut-il donc améliorer le quotidien des patients, même si vous venez de rappeler des enjeux très forts, mais qu'est-ce que vous auriez envie de partager comme message à retenir sur cette amélioration ? Alors le changement d'échelle, il est primordial et j'allais dire pour cette problématique, il est à deux niveaux. Il est à la fois le changement d'échelle de secteur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir que santé humaine si on veut travailler sur la résistance aux antibiotiques, parce que les bactéries, elles ne connaissent pas de frontières, ni géographiques, ni alors un peu plus de domaines, c'est-à-dire que la transmission entre l'homme et l'animal, elle n'est pas si facile que ça, mais elle existe, et dans les deux sens. Souvent, on pense que c'est que de l'animal à l'homme, mais les animaux de compagnie, quand ils font une infection avec une bactérie résistante, c'est nous qui leur donnons, à notre chat ou à notre chien. Donc, et la partie environnement qui est très importante. Donc à la fois, il y a un changement d'échelle sectoriel et il y a un changement d'échelle globale, puisque là encore, comme c'est un problème de santé mondiale, on ne peut réussir qu'en travaillant tous ensemble. Donc là, ce programme est à l'échelle européenne, mais à l'échelle mondiale, bien évidemment.
Et donc, il n'y a pas d'association de patients réellement dédiée à ce sujet. Est-ce que vous lancez un appel justement pour qu'elle puisse s'emparer de ce sujet de l'antibiorésistance qui est assez fondamental? Il n'y a pas d'association en tant que telle. Alors, j'ai découvert il n'y a pas longtemps une association de patients victimes d'effets secondaires des fluoroquinolones, qui sont une des familles d'antibiotiques. Je pense qu'il n'y a pas d'association de patients parce que, en fait, pour le public, c'est pas tangible la résistance aux antibiotiques. C'est-à-dire, on va dire mon voisin est mort d'un cancer, mais on va pas dire mon voisin est mort de la résistance aux antibiotiques, parce que c'est pas une maladie en tant que telle. Et donc c'est compliqué. C'est pour ça que c'est important d'expliquer ce que c'est. Et effectivement, alors j'ai déjà fait chaque semaine, c'était il y a pas longtemps, chaque année, pardon, la semaine du 18 novembre, c'est la semaine mondiale du bon usage des antibiotiques. Donc, il y a beaucoup d'actions de sensibilisation. Et donc, j'ai déjà fait au niveau régional des choses avec... Et il y avait des associations de patients présentes, mais effectivement, il n'y a pas d'association spécifique parce que ce n'est pas une seule maladie. On peut faire plein d'infections différentes avec des bactéries résistantes. Donc, effectivement, c'est important que toutes les associations de patients s'en emparent. Et d'ailleurs, quand on regarde sur des pathologies comme des cancers ou d'autres pathologies qui entraînent une immunodépression, eh bien, la résistance a un impact puisque c'est des patients qui vont plus facilement faire des infections. Et si ce sont des infections avec des bactéries résistantes, l'impact va être plus important. Et à ce stade, est-ce que vous avez déjà pu peut-être identifier des facteurs de réussite ou, à contrario, des blocages, parce que vous avez des missions et des enjeux particulièrement importants? Alors, il faut toujours voir les facteurs de réussite. Donc oui, il y en a déjà, le fait que les pays se parlent. Là, on a établi un programme d'échange de bonnes pratiques, c'est-à-dire que certains pays vont dans les autres pays et échangent sur leurs pratiques. Parce que, effectivement, comme ça a été dit par le président, les systèmes de santé, de structures de santé sont tellement différents en Europe qu'on ne peut pas transposer un modèle à un autre pays européen en disant on va faire ailleurs ce qu'on fait en France parce que de toute façon ça marche en France, et encore moins quand on va sur le continent asiatique ou sur le continent africain. Donc c'est important de se parler, tout simplement. Donc ça, c'est un facteur positif. Le facteur positif aussi, c'est ce côté intersectoriel, c'est-à-dire qu'on travaille aussi bien avec des médecins que des vétérinaires, donc de médecine animale, que des éleveurs, que des gens qui s'occupent de l'environnement. Donc ça. Et en même temps, ce sont les mêmes freins, parce que et ça a été dit aussi, c'est difficile de se comprendre des fois quand on n'est pas dans les mêmes secteurs. Donc il faut passer du temps à ça. Donc il y a ce consortium européen, et puis au niveau national, on a créé un réseau qui s'appelle Promis, qui regroupe des réseaux existants en santé humaine, en santé animale, et on crée un réseau environnement autour de la résistance aux antibiotiques. Merci beaucoup, vraiment, pour cette présentation. Bien sûr, vous pourrez poser vos questions à l'issue de la table ronde et par le chat. Présenter ce petit, parce que alors tout le monde en a selon les associations. Absolument. Mais la semaine mondiale de lutte contre l'antibiorésistance, voilà, ça c'est le symbole mondial qui représente la lutte contre l'antibiorésistance et le bon usage des antibiotiques. Vous pouvez le fabriquer vous-même. Il suffit de dessiner 2 cœurs, un rouge, un blanc, et de les mettre ensemble avec un bout de scotch derrière, et ça fait tout à fait l'affaire. Et donc, vous pouvez le porter la semaine du 18 novembre. Voilà. Merci, merci encore. On vous applaudit, effectivement, parce que bravo, c'est un programme très ambitieux. Alors avec vous, Antoine Malone, nous allons explorer d'autres territoires, puisque pour répondre aux besoins en santé de la population, la Fédération hospitalière de France a fait le choix de la responsabilité populationnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et nous dire aujourd'hui quel est le bilan, où est-ce que vous en êtes? Oui, merci. Effectivement, la responsabilité populationnelle, qu'est-ce que c'est? Ça parle de l'idée tout simplement que pour avoir un système de santé soutenable à long terme, il fallait être capable de viser concrètement pour une population définie ce qui est aujourd'hui un standard mondial, en vérité, qu'on appelle le quadruple objectif. Donc, pour une population définie, sur un territoire défini, la meilleure santé de cette population, la meilleure prise en charge de chaque patient dans cette population, la meilleure utilisation des ressources qui existent en santé sur ce territoire et la meilleure satisfaction pour les professionnels de santé.
Et c'est un standard aujourd'hui. Il y a plein de systèmes de santé autour de nous qui l'ont adopté, qui fonctionnent comme ça, qui donnent des modèles en fait très intégrés, préventifs, etc. Et bien sûr, comme ça a été dit, nous, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on crée quelque chose qui fonctionne ici, pour la France. Et ce qu'on s'est dit, en fait, ce qui peut permettre de rassembler tous ces acteurs très différents autour d'une population, c'est cette notion de responsabilité populationnelle. L'idée de dire que si on veut atteindre ce quadruple objectif, ce résultat de santé, eh bien, tous ont une part, en fait, de responsabilité. Il faut d'excellents professeurs, il faut d'excellents médecins généralistes, d'excellents masseurs kinés, d'excellents pharmaciens, tout ce qui contribue au maintien en santé d'une population et de patients, et bien sûr des patients eux-mêmes. Donc, on s'est dit, pour ça, on va développer un prototype en s'appuyant sur 5 territoires pilotes. L'idée étant d'avoir un modèle qui est d'emblée généralisable, donc qui soit assez robuste pour être mesuré, testé et généralisé, mais assez souple pour s'adapter à chaque territoire. Et on s'est dit, pour pouvoir mesurer ça, nos 5 territoires vont travailler sur les 2 mêmes populations, donc les personnes atteintes au risque de diabète de type 2 et les personnes atteintes au risque d'insuffisance cardiaque. Et j'insiste bien sur à risque. Et cette notion de responsabilité populationnelle veut dire qu'on ne s'intéresse pas uniquement à la file active du service de diabétologie de l'hôpital, mais bien à tous les habitants du territoire qui peuvent être soit atteints ou à risque de diabète de type 2 ou d'insuffisance cardiaque. Et là, on voit un changement d'échelle aussi d'emblée, c'est-à-dire si on veut travailler comme ça, eh bien, ça ne peut pas être un programme de spécialité de diabétologie ou de cardiologie, mais c'est bien un programme de santé, avec tous ceux qui contribuent au maintien en santé. Donc, on a développé, on a dit, si on veut viser un modèle d'excellence clinique de quadruple objectif, il faut qu'on soit capable d'exécuter pour tous et partout l'état de l'art, en fait, les meilleures pratiques. Et donc, ça veut dire qu'il fallait déterminer avec, bien sûr, les sociétés savantes, mais pas que, des médecins généralistes, des patients, quels sont ces meilleurs standards, quels sont les besoins de santé, projeter ces données sur chacun de nos 5 territoires pilotes, et après, à partir de là, développer localement des programmes de santé qui vont de la prévention primaire jusqu'aux patients complexes. Donc, c'est vraiment des programmes très locaux. C'est le programme de Douai, le programme de Vesoul, mais toujours calé sur les mêmes standards. Les patients participent à l'élaboration de ces programmes, au même titre que les cardiologues, que les directeurs, ainsi de suite. Ils participent à ces réunions. On a pu lancer, une fois qu'on a eu ces programmes, il y a eu le COVID, et on a pu lancer le déploiement du modèle, donc aller chercher des habitants qui devraient bénéficier de ces parcours de prévention primaire, mais aussi de gestion. Quand vous commencez dans la maladie, comment est-ce qu'on s'assure que vous êtes bien suivi, que votre état de santé reste le meilleur possible? On a pu lancer le déploiement en début 2022, donc ça fait maintenant 2 ans. Et aujourd'hui, on a plus de 1000 professionnels, acteurs de santé qui travaillent dans le modèle dans nos 5 territoires pilotes. 90 patients partenaires, et on pourra y revenir parce que l'impact, si on veut, des patients sous toutes leurs formes dans le modèle est extrêmement fort. On a pu mener quasiment 1000 actions de prévention primaire de les vers dans ces 5 territoires. 15 000 personnes ont été dépistées. Et on suit aujourd'hui 5000 patients dans ces parcours par strate dans nos 5 territoires pilotes. Et on peut mesurer les effets au sens du quadruple objectif, c'est-à-dire qu'on voit d'abord cet effet très fort en prévention primaire, mais aussi une diminution importante de la part de séjours de patients diabétiques qui arrivent par les urgences, donc d'à peu près 1/3. Une augmentation d'à peu près 1/3 aussi de la part de séjours ambulatoires, donc programmés, envoyés par les médecins généralistes pour un bilan complet par les spécialistes hospitaliers. Une diminution de moitié des longs séjours pour les patients diabétiques dans nos 5 territoires. Et un coût moyen par patient inférieur de 6% à la moyenne nationale. Donc, on offre plus de services pour plus de gens, de meilleure façon, pour moins cher. Et on trouve plus de patients diabétiques. À partir de là, donc, le modèle fonctionne. On a pu revenir et en tirer de la méthodologie. C'est-à-dire, si on voulait refaire ça, qu'est-ce qu'il faudrait systématiser, éviter, qu'est-ce qu'on a fait comme erreur qu'on voudrait. Et donc, on a des guides, ce qui a permis à de nouveaux territoires, à partir de 2023, d'entrer dans le modèle, dont des premiers territoires avec des CHU. Et là, on entre un peu dans une nouvelle dimension. Et ces territoires, aujourd'hui, ont terminé cette phase de construction de leurs programmes locaux. Et le savoir-faire qui a été accumulé permet, par exemple, maintenant de former de nouveaux territoires. Donc, aujourd'hui, on est à une dizaine de, territoires en France GHT qui sont dans le modèle, toujours sur le diabète de type 2 et l'insuffisance cardiaque. On sera probablement une vingtaine à l'été prochain. Et on commence à avoir, effectivement, c'est un modèle qui repose beaucoup aussi sur l'expertise des sociétés savantes qui disent, mais pour la BPCO, ce serait intéressant de faire ça, pour l'insuffisance rénale, etc. Donc, c'est un modèle qui est conçu justement pour ça.
Donc aujourd'hui, effectivement, le modèle s'étend, passe à l'échelle, et c'est aussi parce qu'il est conçu un peu comme ça d'emblée, c'est-à-dire de dire il faut avoir un modèle. L'idée de dire on va faire des parcours à Paris qui vont être faits à Vesoul, ça ne fonctionne pas. Donc il faut avoir un modèle qui soit assez flexible, mais en même temps assez robuste pour que les professionnels, les acteurs de santé puissent s'en emparer dans les Alpes du Sud et puissent s'en emparer en Bretagne aussi, en visant à chaque fois les meilleurs standards. Et ça marche très bien. Très bien. Et peut-être très rapidement, Antoine Malone, mais quel peut être le rôle des patients, des associations de patients, voire des citoyens dans cette démarche? Est-ce qu'ils peuvent peser sur la décision? Oui, merci de la question. D'ailleurs, on a gagné des prix dans des congrès internationaux pour ça. Les patients, dans le modèle, sont partout. C'est-à-dire ils sont, bien sûr, dans la phase de conception de ces stratégies de santé. Quand on assoit toutes les personnes qui contribuent au maintien en santé d'une population, il y a les patients. Donc, d'emblée, au même titre que les médecins, les directeurs, les patients sont là et contribuent à la création de ces parcours, de ces actions. Une fois que le programme est décidé, mais bien sûr, on va s'appuyer, les patients vont devenir des opérateurs du programme. C'est-à-dire que les associations de patients vont mener des actions de prévention, de sensibilisation, d'aidance, de tout ce que en fait, les associations de patients font bien déjà. Simplement, là, on leur donne une force systémique parce que c'est aux côtés de toutes les ressources du territoire. On a des patients experts un peu au mode traditionnel, c'est-à-dire au sein de parcours individuels, on va utiliser les patients experts. Et maintenant, on va utiliser même des citoyens où on voit qu'on a de la difficulté, et ça c'est vrai pour tous, à aller chercher certaines communautés. Hein. Ça peut être aussi bien des populations, disons, immigrées dans des quartiers prioritaires de la ville, mais ça peut être aussi des agriculteurs. C'est-à-dire, on voit que le système de santé a de la difficulté à les rejoindre. Et là, on va former des bénévoles, des habitants, à certains messages clés, et c'est eux qui vont repartir après chez eux, dans leur milieu de vie, et graduellement ramener vers le système de santé des personnes qui n'y étaient pas ou qui étaient éloignées pour un ensemble de raisons avant. Et donc, on voit même qu'on est capable d'aller mobiliser les citoyens dans un modèle comme ça, et ça marche vraiment très, très, très bien. Ouais. Merci beaucoup. Émilie Pickering, alors donc avec vous, nous allons découvrir une action de mobilisation collective qui a été financée donc par des fonds publics, qui s'est déployée sur 12 territoires, et donc pour encourager l'éducation à la santé et à la recherche. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quel était votre objectif? Bien sûr, donc je vous donne mes excuses que j'utilise mes traductions. Mais oui, le NIHR, c'est l'Institut national de recherche sur la santé. Et c'est créé en 2006 par le gouvernement et le ministère de la Santé. Nous sommes le plus grand financier de recherche de la santé en Angleterre, avec 4050 millions livres pour les programmes de recherche et presque le même pour l'infrastructure, pour le travail des essais cliniques. Et donc, notre but, c'est pour améliorer improve the health and wealth of the nation, améliorer la santé et les finances d'Angleterre. Et nous avons un réseau pour des activités de recherche en 12 régions sur l'Angleterre et un siège national avec, donc il y a la coordination nationale et un procès standardisé, mais aussi les relations locales dans chacun des 12 régions. Et notre procès avec les patients, avec les associations de patients, c'est mon équipe. Nous travaillons sur un service pour l'engagement des patients dans le développement des essais cliniques. Donc, en 2018, il n'y avait pas beaucoup de relations entre les sociétés, les patients. Il n'y avait pas beaucoup de confiance entre les deux. Donc, notre organisation, ils ont dit, le NIHR, c'est un établissement avec la fidélité. Donc, nous pouvons aider les organisations, patients et commerciaux. Donc, nous avons
établi un pilote avec Pfizer, était un des sociétés pilotes pour faciliter ces liens entre les patients et le public. Nous travaillons avec les associations pour trouver les représentants de la public avec des maladies différentes, peut-être les gens qui ont des diagnostics nouveaux, s'ils ont déjà reçu le traitement, participé dans un essai clinique déjà, ou naïfs de la recherche. Et nous demandons ces représentants des questions sur la recherche. Est-ce que c'est la question des rechercheurs, c'est important pour les patients? Est-ce que le procès, ça marche? Est-ce que la langue dans les documentations, est-ce que c'est clair? Donc, ouais, nous voulons améliorer toute la recherche de la santé, la santé sociale aussi. Ouais, et ça c'est notre but. Et donc, vous avez donc, associé les patients, mais aussi là aussi plus largement les citoyens. En quoi c'est important d'élargir le scope? Ça renforce la confiance? Oui, je pense que parce qu'il y a... Dans l'Angleterre, nous ne sommes pas un très grand pays, mais il y a des différences très grands avec les expériences des patients. Les communautés minorisées, ils ont beaucoup de besoins d'être représentés dans la recherche, mais aussi ils ont les besoins très différents. Donc, pour nous voulons établir les relations, les liens avec ces organisations qui aident les groupes minorisés. Nous avons les programmes de formation pour ces community leaders, pour parler avec leur communauté de la recherche, pour introduire l'idée de la recherche, pour améliorer la compréhension. Et après ça, on commence avec des conversations sur la participation dans les essais cliniques. Donc, nous formons ces relations très lentement, mais c'est fort, en effet. Merci beaucoup, Émilie, pour cette présentation très, très intéressante. Alors, Loris Sirefis, je rappelle que vous êtes très investi dans la lutte contre le cancer de la vessie, et donc la Coalition mondiale a mené donc une enquête expérience patient donc dans 120 pays. Est-ce que vous pouvez donc nous rappeler quelles sont les raisons qui vous ont amené à décider une telle concertation mondiale? Oui, Cancer Vessie France a été fondé en 2017. Et il faut savoir que le cancer de la vessie reste une maladie très peu connue du grand public. On sait qu'en Europe, 60% des adultes ne savent même pas ce que c'est le cancer de la vessie. Ils ne connaissent pas les signes, les symptômes qui doivent alerter. C'est une maladie dont on ne parle pas beaucoup. Et ça peut mener à des retards de diagnostic parce que quand on ne parle pas d'une maladie, on ne sait pas que du sang dans les urines, par exemple, on ne sait pas qu'il faut aller consulter rapidement. Dans certains pays, on a remarqué que la phase diagnostique, il y avait des freins. Voilà, il y avait des patients qui n'arrivaient pas à un diagnostic rapide. La Coalition mondiale de patients atteints de cancer de la vessie a vu le jour en 2019. Ça répondait à un besoin parce qu'on était à l'époque peut-être seulement dans 9 pays dans le monde à avoir une association nationale dédiée aux patients atteints de cancer de la vessie. Et on communiquait entre nous en 2017, je me rappelle, on contactait Cancer Vessie Canada qui avait des programmes un peu plus développés, plus d'expérience que nous. On leur demandait des conseils, comment vous avez fait au Canada, comment vous avez fait aux États-Unis, etc. pour améliorer le diagnostic et le parcours des patients et pour parler du cancer de la vessie pour qu'il y ait plus de recherche
et une amélioration dans la vie des patients. Donc, pourquoi la coalition existe? C'était pour favoriser déjà l'entraide, le réseautage entre les associations nationales, favoriser les bonnes pratiques, s'inspirer les uns des autres. Et donc, l'idée est venue qu'on avait un souci, c'est que chaque association n'avait pas les mêmes moyens et ressources humaines. Nous, en France, à l'époque, en 2019, on n'avait pas beaucoup de ressources, pas beaucoup de temps pour consacrer à le plaidoyer. Et le plaidoyer, on le sait tous, en tant qu'association de patients, il faut se baser sur des données réelles, sur des données scientifiques. C'est plus intéressant d'aller voir un ministère, de demander un aménagement, une amélioration, ne serait-ce pour avoir accès à un traitement innovant. Et, il faut avoir des données sur le parcours des patients, sur leur vécu. Donc, comment chaque association nationale, comment pouvait-on générer nous-mêmes des données, trouver des informations? On n'avait pas forcément les moyens, en fait, tout seul, de faire ce travail. Et on s'est rendu compte, en France, par exemple, on est très souvent contacté par des patients dans d'autres pays francophones où, à ce jour, il n'existe pas encore d'association de patients. Et ils nous demandent comment on peut avoir accès à ce traitement dans mon pays. Est-ce que vous pouvez nous aider? C'est une demande quotidienne qu'on a. Donc, on est conscient qu'il y a ce besoin de données, d'informations du monde entier. Le cancer de la vessie, il ne faut pas oublier, c'est le 10e cancer le plus fréquent dans le monde. Mais on ne le sait pas, ce n'est pas connu. C'est le 13e cause de la mortalité dans le monde entier. Et en Europe, ça représente le 5e cancer le plus fréquent. Donc, c'est encore plus prévalent en Europe qu'ailleurs dans le monde. En Europe, ça représente un coût pour les soins. Ça représente un coût de 5 milliards d'euros par an. Et pendant 30 ans, jusqu'en 2017-2019, il n'y a eu aucune innovation dans les traitements. Pas assez de recherche, pas assez d'intérêt. On ne parlait pas du cancer de la vessie. Donc, cette enquête, on a décidé au sein de la coalition de mener cette enquête pour avoir des données, parce qu'il manquait de données sur comment ça se passe pour les patients, où sont les ruptures dans leur parcours de soins, quels sont les freins, quelles sont les difficultés. Il y avait 65 questions qui allaient de la période de diagnostic, de la connaissance des symptômes. Il y a une statistique qui est sortie que je trouve très parlant, c'est qu'un adulte sur 10 devait consulter plus de 5 fois avant d'être dirigé vers le bon service pour recevoir son diagnostic. Ça veut dire que des patients qui consultaient avec des symptômes de cancer de la vessie ne rentraient pas dans le bon parcours tout de suite. 1 sur 10, c'est énorme. Et ça représente une perte de chance. Donc, cette enquête, à travers les 67 questions sur le diagnostic, le traitement, la vie d'après aussi. Il y avait également une partie du questionnaire qui était dédiée aux proches aidants. Ça permet en fait de faire ressortir des sujets que ensuite chaque association nationale peut s'en emparer comme elle veut pour mener son plaidoyer dans son pays en fonction des circonstances spécifiques à chaque pays. Voilà, nous avons les données sur les réponses en France. Il y a eu une centaine de réponses en France. Ça permet en fait par exemple, concrètement, il y a eu, ça aboutit sur un rapport qui a été publié dans European Urology. Donc, ça a permis en fait de diffuser les résultats de notre enquête auprès des professionnels de la santé, d'ouvrir le dialogue en fait avec les professionnels de la santé partout dans le monde. Et dans un deuxième temps, cette enquête aboutit sur l'édition d'un livre blanc avec des recommandations de plaidoyer au niveau européen. Et ce livre blanc a été rédigé
en collaboration avec la Société savante d'urologie au niveau européen. Et par exemple, on sait que dans certains pays, les associations nationales également ont pu mener des plaidoyers à succès. Bravo, bravo, on vous applaudit parce que c'est aussi une très très belle action. Merci beaucoup. Avant de clore cette table ronde, donc je propose que l'on puisse prendre connaissance de la restitution visuelle et graphique de Joanne, donc qui devrait s'afficher d'ici quelques secondes. La voici. Donc, vous n'hésitez pas à nous dire l'ensemble de nos intervenants si vous vous reconnaissez dans les propos. En tout cas dans les messages, effectivement, agir au niveau européen, l'engagement des patients dans les essais cliniques, la concertation mondiale, voilà, la responsabilité populationnelle, autant de sujets majeurs et que nous avons eu le grand plaisir d'aborder avec vous. Donc on vous remercie, on vous applaudit une nouvelle fois. Merci.